Alors, donc révision sur les deux chapitres avancement d'une réaction chimique et dosage par titrage. Alors tout d'abord, la première partie concerne l'avancement d'une réaction. Alors tout d'abord, il faut définir ce qu'on appelle un système chimique qui va ensuite évoluer. Alors ce système chimique, c'est quoi? C'est l'ensemble des espèces chimiques auxquelles on va s'intéresser. Donc le système chimique, ça peut être, on verra tout à l'heure, des réactifs, des produits. Et il faut bien sûr préciser l'état du système, c'est-à-dire à quelle température on travaille, à quelle pression, indiquer la liste des espèces chimiques présentes en indiquant leur formule brute, leur état, est-ce que le réactif par exemple est à l'état solide, on mettra un petit S, à l'état liquide avec un petit L, un état gazeux avec un petit G, ou si on a par exemple des ions qui eux vont être présents en solution aqueuse avec le petit AQ. Cet état du système aussi va être défini par les quantités de matière des différentes espèces étudiées. Voilà, donc on verra tout à l'heure avec le tableau d'avancement. Et donc un système chimique peut évoluer. Et s'il évolue, on dit qu'il subit une transformation chimique qui va modifier son état. Et donc des espèces vont être consommées, des espèces vont être formées, et donc l'état du système avant la transformation s'appellera l'état initial, et l'état après la transformation s'appellera bien l'état final. Donc voilà déjà toutes les définitions au départ pour bien définir ce système chimique. Et donc, on reprend un petit peu tout ça. Donc on a bien l'état initial avec la température, pression, les espèces chimiques introduites, et ensuite l'état final avec les espèces chimiques nouvelles et restantes qui étaient présentes au départ. Donc en gros, parmi ces espèces, on a trois types d'espèces. On a d'abord les réactifs. Donc les réactifs, ce sont les espèces chimiques qui sont consommées au cours de la transformation. Donc c'est-à-dire que leur quantité de matière va diminuer au cours du temps. En parallèle, on va avoir les produits qui vont être situés à droite ici. Et ce sont donc des espèces qui n'étaient pas présentes au départ et qui vont être formées au cours de la transformation. Et puis, on a aussi des espèces chimiques qui sont présentes au départ et qu'on retrouve en fin de transformation. On appelle ça des espèces spectatrices, c'est-à-dire qu'elles n'interviennent pas dans ce qu'on va appeler l'équation de la réaction. Donc si on prend un exemple de réaction chimique qui va être modélisée par une équation de réaction qu'on va écrire comme ceci par exemple, on va prendre cet exemple-là. Donc on vient d'expliquer qu'il fallait pour chacune des espèces préciser l'état physique. On voit que l'aluminium, c'est un solide, donc on mettra petit s, qui réagit avec des ions oxonium qui eux sont présents en solution aqueuse, donc on précise bien en solution aqueuse. Donc là on a bien nos deux réactifs qui sont présents au départ. Et puis ces deux réactifs vont donner des produits, en particulier Al3+, donc Al3+, c'est un ion qui va être présent en solution aqueuse, et la réaction va libérer un gaz, H2, du dihydrogène. Donc comme il est gazeux, on mettra petit g. Voilà, donc bien préciser l'état physique de chacune des espèces de la réaction. Ensuite, la deuxième étape pour cette transformation chimique, en fait, c'est d'équilibrer les éléments chimiques dans un premier temps, puis d'équilibrer les charges dans un deuxième temps. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate que on a deux atomes d'hydrogène à droite, un atome d'hydrogène à gauche. Donc, on va placer un 2 devant H+, pour avoir deux hydrogènes de chaque côté. Ensuite, on a un aluminium. Donc là, au niveau éléments chimiques, c'est bien équilibré. Par contre, on voit qu'au niveau charge, ce n'est pas du tout équilibré puisqu'on a 2 charges plus à gauche et 3 charges plus à droite. Donc, le souci, c'est d'équilibrer les charges et d'avoir autant de charges plus à gauche qu'à droite. Étant donné qu'on en a 2 ici, 3 ici, le plus petit multiple commun étant de 6, il va falloir donc tout multiplier donc par ici par 2 pour avoir 2 fois 3, 6. Ce qui fait que ça donnera 2 aluminium pour avoir 2 aluminium de chaque côté. Ça fera 6 charges plus, mais donc pour avoir 6 charges plus, on doit multiplier aussi par 3 les 2 H+, ce qui va donc donner ici 6 H+, et donc 3 H2. Et là, on a bien autant
d'éléments chimiques à gauche qu'à droite et autant de charges plus à gauche qu'à droite. Alors pour être sûr que cette équation est juste, cette équation est une réaction d'oxydoréduction, on peut très bien vous demander de la revérifier. C'est-à-dire, en fait, on vous donne les couples oxydant-réducteurs, par exemple Al3 plus Al et H plus H2, et on vous demande d'écrire les deux demi-équations pour retrouver l'équation finale d'oxydoréduction. Alors si je prends le premier couple Al3 plus Al, je sais que c'est Al qui réagit. Donc je commence par écrire Al, qui va donner, je mets un petit égal, Al3+. Et donc qu'est-ce que je constate? Je constate que pour équilibrer, j'ai besoin de 3 électrons. Donc là, cette première réaction est bien une réaction d'oxydation puisqu'on libère des électrons, on avait dit. Et puis le deuxième couple, c'est H plus H2. Et on voit que c'est H plus qui réagit. Donc je mets H plus en premier, égale H2. Et donc là, pareil, j'équilibre à nouveau. Il me faut 2 H plus pour avoir 2 hydrogènes de chaque côté. Et là, comme j'ai 2 charges plus, je vais compenser par 2 charges moins. Ce qui fait que là, on a bien une réaction de réduction puisqu'on prend des électrons. Et puis enfin, pour obtenir l'équation finale, on voit bien qu'on n'a pas le même nombre d'électrons à gauche et à droite. Et donc on doit faire, on avait dit, équilibrer de manière à avoir autant d'électrons à gauche qu'à droite. Et pour ça, eh bien, il suffit de multiplier la deuxième demi-équation électronique par 3 et de multiplier la première demi-équation électronique par 2. Ce qui permettra d'avoir 6 électrons, ça s'élimine. Et on va retomber sur l'équation que l'on vient d'écrire. Donc voilà, donc ça c'est la première étape. Donc ces coefficients 2, 6, 2, 3 s'appellent des coefficients stoichiométriques. Donc c'est eux qui permettent d'ajuster à la fois les charges et les éléments chimiques. Alors maintenant qu'on sait équilibrer une réaction chimique, maintenant on va s'intéresser à son évolution. Alors pour s'intéresser à son évolution, on va dresser ce que l'on appelle un tableau d'avancement de réaction. Donc ce tableau, c'est bien sûr un tableau à bien savoir reproduire, à bien savoir refaire. Alors ce tableau a plusieurs lignes. Il y a d'abord l'équation de la réaction que l'on vient d'étudier. Une deuxième ligne qui fait intervenir différentes données. Tout d'abord l'état du système, en partant de l'état initial, intermédiaire, état final. Et puis cet outil qu'on appelle l'avancement, qu'on appellera petit x. Et c'est cet outil qui va décrire l'évolution du système chimique entre l'état initial et l'état final. Alors, c'est-à-dire qu'à l'état initial, x commence à 0 et se termine à x égale x final dans l'état final. Donc l'état intermédiaire étant compris entre 0 et xf. Ensuite, on a un tableau constitué de moles, de quantité de matière. Et ce tableau a autant de colonnes que de réactifs et de produits. Alors tout d'abord, donc dans ce tableau, on a besoin, pour compléter ce tableau, dans un premier temps, de connaître le nombre de moles, la quantité initiale, en violet ici, des deux réactifs. Alors cette quantité initiale, il y a deux possibilités. Soit on vous la donne en exercice directement, il y a donc juste à compléter. Et on sait qu'il n'y a pas de produit, donc ça fera 0 et 0 pour les produits. Ou alors, deuxième cas, on ne vous donne pas les nombres de moles des réactifs, mais on vous donne par exemple, en particulier pour l'aluminium, on sait que c'est un solide, on peut vous donner sa masse. Et on peut aussi vous donner la masse molaire de l'aluminium. Et donc avec ça, vous allez pouvoir trouver le nombre de moles d'aluminium en divisant la masse, petit m, par sa masse molaire. Ça, c'est une des formules qui concerne par exemple les réactifs à l'état solide. Si on a un réactif tel que H+, on voit que ce réactif est en solution aqueuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut connaître le nombre de moles de ce réactif-là, on est obligé de vous donner deux choses. On est obligé de vous donner d'abord la concentration molaire de cette solution d'H+, et le volume utilisé. Et connaissant la concentration molaire en mol par litre et le volume utilisé en litres, on peut en déduire là aussi le nombre de moles. Alors ça, c'est donc pour une solution plutôt aqueuse. Ensuite, admettons que vous ayez, un liquide. Et ce liquide est caractérisé par une masse volumique et un volume. C'est-à-dire qu'on va prendre tel volume de tel liquide.
Mais nous, on a besoin, pour connaître le nombre de moles, comme on l'a écrit au-dessus en rouge, de la masse. Alors, quel est le lien entre la masse volumique, le volume et la masse? Ben, on sait que petit m, c'est égal à ρ fois V. Et donc, si on veut le nombre de moles, on avait déjà vu, il suffit de diviser petit m par grand M, donc de diviser ρ fois V divisé par grand M. Et enfin, dernier cas, si un des réactifs, alors en l'occurrence, ça sera ici un produit, mais si on avait un réactif qui était gazeux, et ben, qu'est-ce qu'on aurait besoin pour déterminer le nombre de moles? Et ben, on aurait besoin de connaître son volume, le volume de gaz. Et pour connaître le nombre de moles, il suffit de diviser le volume de gaz par le volume molaire qui lui est toujours donné, qui s'exprime en litres par mol, et on aura le nombre de moles de gaz. Donc vous voyez que pour remplir ce tableau, on a besoin de connaître toutes les formules pour les différents cas ici qui permettent de trouver le nombre de moles. Et donc avec ça, on va pouvoir ensuite compléter la première ligne du tableau. Ensuite, deuxième ligne, c'est l'état intermédiaire. Alors qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que dans l'état intermédiaire, on part des nombres de moles initiaux et on sait que les réactifs disparaissent. Donc il en disparaît d'autant plus que le coefficient stoichiométrique indiqué devant est grand. Donc en particulier ici, par exemple, l'aluminium, on a N0 d'aluminium au départ, moins 2 fois X. Donc ça veut donc dire qu'il en disparaîtra 2X, alors que pour H+, eh ben on sait qu'on aura N0 de H+, moins 6X, puisqu'on a un coefficient 6 devant. Donc les réactifs, le signe moins là, qui est devant le 2 et devant le 6, indique que ces quantités de réactifs diminuent. Par contre, concernant les produits, on sait qu'on en a 0 au départ, et on sait que les produits vont augmenter. Augmenter d'autant plus que leur coefficient stoichiométrique est grand. Ici, par exemple, on aura 0 plus 2 fois X pour les ions aluminium, et 0 plus 3 fois X pour le dihydrogène. Et là, ensuite, on va jusqu'à l'état final, et l'état final, on sait que X égale XF. Et donc, si la réaction est totale, on verra tout à l'heure, XF égale, on peut remplacer XF par Xmax si la transformation est totale. Si elle n'est pas totale, on verra donc que XF sera plus petit que Xmax. Alors on va garder XF, et donc on remplace le tableau d'avancement en remplaçant le X précédent par XF pour être dans l'état final. Et on obtient la même ligne qu'au-dessus, mais en remplaçant X par XF. Voilà comment remplir un tableau d'avancement. Donc ça, bien savoir refaire pour le contrôle. Une fois que ce tableau d'avancement est fait, il nous suffit après de déterminer qui des deux réactifs, ou s'il y en a trois, il peut y en avoir trois des fois, qui parmi ces réactifs sera considéré comme le réactif limitant, sera donc celui qui permettra de stopper la réaction en premier. Alors, pour répondre à cette question, il va falloir donc faire des hypothèses. Alors, on va prendre le cas général, petit a grand A plus petit b grand B, qui donne petit c grand C plus petit d grand D. Et on a les nombres de moles, N0A qui vaut N1, N0B qui vaut N2, N0C, N0D qui vaut 0 au départ, on avait dit. Alors, pour connaître le réactif limitant, on doit faire deux hypothèses. Tout d'abord, on va reprendre la dernière ligne du tableau précédent. Et on va dire, si on considère que le premier réactif, en l'occurrence ici l'aluminium, est limitant, ça veut donc dire que sa quantité de matière dans l'état final est égale à 0. Et donc on va écrire cette équation est égale à 0. Et si H+ est considéré comme limitant, on dira à ce moment-là que N0 de H+ moins 6XF égale à 0. Et il faudra trouver le XF à partir de ces deux équations. Alors comment on reprend le cas général? Si on a un réactif A avec un coefficient stoichiométrique petit a, et ben on en déduit que d'après l'hypothèse, si A est limitant, N1, qui est le nombre de moles initial, moins A fois Xmax, égale à 0. Et donc on en déduit que Xmax, c'est la quantité initiale N1 divisé par A. Ensuite, on fait la deuxième hypothèse en disant que si B est réactif limitant, alors N2 moins B Xmax égale 0, soit Xmax égale N2 divisé par B. Et là, on a deux valeurs pour Xmax. Alors, comment faire pour choisir le réactif limitant? Eh bien, on garde la plus petite des deux valeurs. Et donc, c'est elle qui va indiquer qui sera le réactif limitant.
Donc la connaissance de Xmax permet aussi de faire un bilan de matière, c'est-à-dire que une fois qu'on a trouvé la plus petite valeur de Xmax, qui vaut admettons tant de mol, et bien ensuite à partir de cette valeur de Xmax, on va pouvoir déterminer les quantités de matière dans l'état final. Donc pour trouver les quantités de matière dans l'état final, il suffit de remplacer Xmax par sa valeur, et de remplacer Xmax par sa valeur ici, ici, ici et ici. Et là, on aura à la fin les quantités de matière des réactifs et des produits. Donc on sait qu'il y aura sûrement un réactif limitant pour lequel sa quantité de matière sera 0, et on aura le nombre de moles de réactifs en excès. Voilà à quoi va nous servir Xmax. Ensuite, on a dit que une transformation est totale si Xf égale Xmax. Ça, c'était notre cas. C'est ce qu'on a fait dans cet exemple-là. On a considéré que la réaction était totale. Si la transformation n'est pas totale, alors le X final va devenir plus petit que Xmax. Et donc, ça voudra dire que si on doit faire un bilan de matière dans l'état final, il va falloir forcément connaître la valeur de Xf. Et ça, c'est ce qu'on verrait plutôt l'année prochaine à travers des réactions acido-basiques, des réactions en chimie organique. Là, vous aurez l'occasion d'aborder des transformations non totales. Et puis par contre, il y a un cas où le mélange va être considéré comme stoichiométrique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un mélange stoichiométrique? Ça veut dire que le Xmax pour le premier réactif et le Xmax pour le deuxième réactif va être le même. Il sera la même valeur. Ça veut donc dire que le Xmax, donc qui est égal à N0 de A divisé par A, sera le même que N0 de B sur B. Et on pourra écrire cette relation-là. Et donc ça veut dire que dans l'état final, les deux réactifs vont disparaître en même temps. Et là, on aura bien un mélange stoichiométrique. Alors ce mélange stoichiométrique, on va le revoir après pour les dosages, puisqu'il va intervenir au moment de l'équivalence, qu'on verra tout à l'heure pour les dosages. Enfin, dernier point, on peut utiliser un programme Python pour symboliser ce tableau d'avancement. Alors ce programme Python, par exemple, on peut vous demander d'écrire l'équation petit a grand A plus petit b grand B donne petit c grand C plus petit d grand D. Et on va vous demander d'entrer les coefficients. Donc c'est-à-dire que petit a, petit b, petit c, petit d, c'est les fameux coefficients stoichiométriques. Et on va vous demander de les entrer avec la fonction float input. On va vous ouvrir une fenêtre pour que vous indiquiez, pour que vous associez un chiffre à chacune de ces variables A, B, C, D, qui sont donc les coefficients stoichiométriques. Ensuite, on va vous demander d'entrer les quantités de matière des réactifs A et B. Là, pareil, on va vous demander d'associer à NA et NB, les nombres de moles de départ, un nombre qui va correspondre à cette quantité de matière. Et ensuite, pour déterminer Xmax, il suffit donc de préciser le Xmax pour chacun des réactifs. Donc si vous avez deux réactifs, là, comme c'est le cas ici, on sait que Xmax, on l'a vu tout à l'heure, c'est le nombre de moles de A au départ, divisé par le coefficient petit a. Virgule, pour le réactif B, on écrira NB ou N0B sur B. Et si on avait un troisième réactif C, mettons, on mettrait virgule, NC sur C, etc. Et ensuite, on a une boucle if, une boucle conditionnelle, qui dit que si Xmax de A égale, ça veut dire égal à Xmax de B, les deux Xmax sont égaux, alors on va pouvoir écrire que le mélange est stoichiométrique. Et à ce moment-là, Xmax égale par exemple Xmax de A, puisque les deux sont égaux. Elif, ça veut dire et si Xmax de A est plus petit que Xmax de B, alors ça sera donc le réactif A qui sera le réactif limitant, et on écrira à ce moment-là que Xmax égale Xmax de A. Else, alors, de l'autre cas, et on écrira à ce moment-là que B sera le réactif limitant, et alors Xmax égale Xmax de B. Et on va demander d'écrire la valeur de Xmax en mol. Et puis le programme nous indique après qu'il va pouvoir nous donner le nombre de moles final de A de B. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve? Et bien on retrouve Na moins AX max, NB moins BX max. C'est ce qu'on avait dans l'état final de notre tableau d'avancement pour les réactifs A et B.
Et n de fc, n de fd, bah, c'est égal à c fois x max et d fois x max, puisqu'on a les coefficients c et d devant. Et donc ça, bah, c'est ce qu'on retrouve dans le tableau d'avancement côté produit. Donc, si on fait le programme, par exemple, le voilà, on exécute. Voilà, on exécute le programme en cliquant sur la petite flèche verte. Et là, le programme nous indique de choisir des coefficients stoichiométriques. Donc, je vais reprendre le 2 pour l'aluminium de tout à l'heure, le 6 pour H+, on avait donc le 2 pour Al3+, et le 3 pour H2. Vous voyez, je reprends les coefficients qu'on a vus tout à l'heure. Et là, maintenant, on me demande les quantités de matière. Donc, je vais prendre 0,01 par exemple, en mol, pour le réactif A. Je vais mettre 0,03 pour le réactif B. Et enfin, voilà ce que j'obtiens. Dans la fenêtre du bas, on me dit que en choisissant ces quantités-là, le mélange est stoichiométrique. X max égale 0,05 mol. Donc, j'ai directement la valeur de X max. Et j'ai aussi, on le voit ici, le nombre de moles final des deux réactifs et des produits. On voit bien qu'on est dans un mélange stoichiométrique puisque les quantités de A et B est nulle. Et on a formé 0,01 mol de réactif C et 0,015 mol de réactif D. Donc voilà comment interpréter un programme Python voilà, à partir d'un tableau d'avancement. Alors dernier point maintenant, les dosages par titrage colorimétrique. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir? Donc on a vu les dosages par étalonnage avec la spectrophotométrie, mais nous ce qui nous intéresse c'est les dosages par titrage. Alors je rappelle qu'un dosage, qu'est-ce que c'est? Il faut déterminer soit une quantité de matière inconnue, soit une concentration inconnue d'une espèce chimique dissoute en solution. C'est ça le principe d'un dosage. Alors comment on doit faire un dosage par titrage? Ça veut dire qu'on va mettre en jeu une réaction chimique qui va donc détruire, qui va faire réagir l'espèce chimique inconnue. Et donc, cette réaction doit avoir trois caractéristiques: totale, rapide et unique. Pour faire un titrage, donc on va faire réagir notre espèce A, dont on ne connaît pas la concentration, qu'on appellera le réactif titré, par une autre entité chimique qu'on appellera B, qui sera le réactif titrant. Et on va donc faire réagir A avec B qui vont donner des produits C plus D. Alors, qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on ne connaît pas? Ce qu'on ne connaît pas, on l'a dit, c'est la concentration du réactif titré. La concentration molaire, on ne la connaît pas. Par contre, on connaît le volume, puisque ce volume, on va toujours le prélever avec une pipette jaugée, c'est la verrerie la plus précise. Et donc, ce volume VA sera connu avec précision. Ensuite, le réactif B, le réactif titrant. Le réactif titrant, on connaît sa concentration molaire, elle est connue. Et ce que l'on va connaître aussi à l'aide du titrage, c'est ce qu'on appellera VE, son volume à l'équivalence mesuré avec la burette graduée. Donc ça veut dire qu'il va falloir bien savoir représenter ce schéma de titrage colorimétrique. Alors, représenter donc tous ces éléments. Ici la potence, on dit support aux potences, qui permet de tenir une burette graduée. Et cette burette graduée doit contenir la solution qui contient le réactif titrant B avec une concentration Cb connue. En dessous de la burette, on peut mettre un bécher où j'ai rajouté un Erlenmeyer. Alors dans cet Erlenmeyer, il va contenir une solution qui contiendra le réactif titré dont on ne connaît pas la concentration. Et dans cet Erlen ou ce bécher, on va rajouter un petit barreau aimanté pour justement agiter le mélange, l'homogénéiser. Et ce barreau aimanté va être positionné au-dessus d'un agitateur magnétique. Donc bien connaître tout ce schéma-là, ça c'est vraiment à connaître. Alors maintenant, comment faire pour déterminer la concentration du réactif titré? Et bien pour déterminer la concentration du réactif titré, on a besoin de connaître ce qu'on appellera l'équivalence. Donc l'équivalence, ça se repère en fait dans le cas d'un titrage colorimétrique par un changement de couleur du mélange réactionnel.
C'est-à-dire, par exemple, si au départ on avait une solution colorée dans l'Erlenmeyer et que l'on fait réagir avec une solution titrante incolore, lorsque toute la solution colorée va disparaître, comme c'est le cas ici, à la goutte près, on va atteindre l'équivalence. Ou alors on peut avoir le cas inverse, c'est-à-dire le cas où notre solution titrée est incolore, le réactif titrant est coloré, comme le permanganate, on l'a vu en TP par exemple, et lorsque l'on rajoute à la goutte près une goutte de permanganate violet en plus, par exemple, ben, là on va avoir le changement de couleur et là on aura atteint l'équivalence. Donc c'est vraiment le changement de couleur qui va permettre de repérer un titrage colorimétrique. Et donc si on veut vraiment une valeur précise du volume, on est obligé de faire au moins 2 voire plusieurs mesures et ensuite faire la moyenne pour avoir la plus fiable valeur de volume équivalent. Alors maintenant, c'est quoi l'équivalence? Ben, l'équivalence, en fait, pour moi, il y a 3 définitions. C'est vraiment les 3 définitions à connaître. L'équivalence, c'est lorsque les réactifs titrés et titrants sont en proportion stoichiométrique dans l'Erlenmeyer. C'est-à-dire que on a rajouté autant de réactifs titrants qu'il y avait de réactifs titrés dans l'Erlenmeyer au départ. Ça, on dit que le mélange est en proportion stoichiométrique. Ça, c'est une première définition. Deuxième définition, on peut dire aussi que l'équivalence, c'est le moment où il y a changement de réactif limitant. En effet, le réactif titrant, avant l'équivalence, dès qu'on le rajoute, il réagit tout de suite, donc il est limitant. Mais après l'équivalence, si on continue de rajouter du réactif titrant, ben, il va se retrouver en excès, ce qui fait que c'est bien le réactif titré qui va être limitant. Donc l'équivalence, c'est le moment où il y a changement de réactif limitant. Et enfin, dernière définition, qui caractérise l'équivalence, c'est que les réactifs titrants et titrés sont totalement consommés, ce qui découle bien des proportions stoichiométriques. Alors maintenant, comment ça va se traduire? Ben, ça va se traduire en bilan de matière, en quantité de matière. Donc on sait que si on est dans les proportions stoichiométriques, on l'a vu tout à l'heure, ben, ça veut dire que Xmax, c'est le même, on avait dit. Et Xmax, qu'est-ce que c'était tout à l'heure? Ben, c'est le nombre de moles initial de A divisé par le coefficient A, qui est égal au nombre de B rajouté à l'équivalence divisé par B. Ça, c'est notre relation en mol à l'équivalence qu'il faut absolument connaître. Et à partir de là, connaissant cette relation d'équivalence ici, on va pouvoir maintenant transformer ces nombres de moles en concentration molaire, puisqu'on recherche une concentration molaire. Donc, il suffit de remplacer N0A par sa formule, Ca fois Va, égale le NEB. Ben, c'est quoi le NEB? C'est le réactif titrant, donc c'est-à-dire Cb fois le volume à l'équivalence de B vers C. Et on a cette relation. Et donc, à partir de là, comment faire pour déterminer la concentration Ca? Il suffit de transformer, de dire que Ca, c'est égal à Cb fois VBE, VB à l'équivalence, divisé par le volume de réactif titré introduit au départ. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que, comme on a un volume en millilitres divisé par un volume en millilitres, on peut tout laisser en millilitres. Et ce qui fait que, du coup, on déterminera la concentration Ca, qui sera elle aussi en mol par litre. Et ensuite, ce qu'on peut vous demander, pour terminer un titrage, c'est de déterminer la concentration massique. Et on sait que la concentration massique, par exemple, c'est la concentration molaire. Ici, c'est des moles par litre. Donc, c'est la concentration molaire multipliée par la masse molaire de réactifs titrés. Et là, on aura donc ici, non plus des moles par litre, mais des grammes par litre. Donc voilà tout ce que vous devez savoir pour ces deux chapitres, donc avancement de réaction et réactif et dosage par étalonnage.